Bonjour, je remercie les organisateurs de ce 10e congrès de la vision de Rabat de m'avoir invité et je vais vous parler de la phentocataracte en pratique quotidienne avec le laser Victus. Alors, en historique, en 1960 est apparu le microscope opératoire, en 1970 les implants intraoculaires, en 1980 c'est le phacoémulsificateur et en 2002 c'est le laser femtoseconde pour la cataracte. La cataracte par laser s'appelle FLACS, Femto Laser Assisted Cataract Surgery. C'est synonyme de rêve pour tout ophtalmologiste. Le laser femtoseconde fait son chemin pour progressivement réaliser un jour toutes les étapes de la chirurgie de la cataracte. Son utilisation consiste en la plus grande avancée technologique chirurgicale en ophtalmologie depuis l'avènement de la phaco. Il peine cependant à devenir la technique chirurgicale de référence en pratique quotidienne, malgré sa facilité extraordinaire, son innocuité absolue et sa précision redoutable. Et pourtant, les machines disponibles sont au nombre de 5. Il y a le Lens-X d'Alcon, le Lens-R de Topcon, le Catalyst d'Amo, le Z8 de Zimmer et le Victus de Bausch & Lomb. Et quant à moi, j'utilise le Victus, l'édition Black Victus. Le principe, c'est un laser infrarouge d'une longueur d'onde de 1030 nanomètres. Il donne des impulsions très courtes de quelques centaines de femtosecondes. Il va donc entraîner une découpe tissulaire très précise par claquage optique en créant un plasma. Quand on dit plasma, on dit bulle de cavitation. Quand on dit laser, on dit ne traverse pas les milieux transparents. Et comme il a besoin d'une précision exceptionnelle, il nécessite un système d'imagerie précis par OCT Swab Source pour plus de sécurité. Donc, bulles de cavitation qui vont apparaître, ne traversera pas les milieux opaques et il faut un système d'imagerie hyper précis. En pratique, comment ça se passe? Le patient arrive, on le dilate, on lui met un anti-inflammatoire non stéroïdien topique pour maintenir la dilatation. On lui fait une petite anesthésie topique. Ensuite, on allume la machine. La préparation de la machine est contraignante, elle dure 1h30. On programme la taille du rexis, il faut toujours rester à 500 microns du bord populaire. Ensuite, on choisit la fragmentation avec le choix du pattern, les distances de sécurité, puis les incisions, leur position, le plan, les dimensions. Et puis, on va passer le patient pour le docker. Qu'est-ce que fait le laser femtoseconde? Il fait les incisions cornéennes, les incisions relaxantes, le rexis et la phaco-fragmentation. Là, vous voyez sur cette photo, en bleu, c'est le rexis. En jaune, c'est la nucléofragmentation et en rouge, c'est les incisions. Et une fois donc que nous avons fait l'étape laser, on va passer au phaco, c'est-à-dire on va passer aux étapes que ne fait pas le femtocataracte, c'est-à-dire l'hydrodissection, l'aspiration des fragments de noyaux et l'implantation. Alors le docking, tout d'abord, voilà, il s'agit de placer l'œil du patient à l'intérieur d'un cône et de l'immobiliser. C'est un cône qui est concave, et donc dont la face inférieure est concave, et donc il ne déforme pas le globe oculaire. Il n'aplatit pas la cornée. Voilà. Le docking est fait et l'OCT va se remettre à reconnaître les différentes structures de l'œil. Ensuite, le docking est fait, on passe aux reconnaissances des différentes structures de l'œil. Là, vous voyez que le laser a reconnu tout de suite la pupille. Et puis, l'OCT va reconnaître la capsule antérieure, le noyau, la capsule postérieure. Première étape, on va faire un rexis. Le rexis, vous le voyez sur le côté avec le petit cercle violet. Le rexis démarre. Vous voyez le liquide cristallinien qui s'échappe. Il est extrêmement rapide. Il dure moins de 2 secondes. Ensuite, nous allons faire la nucléofragmentation. Et là, nous avons choisi une découpe en slice, c'est-à-dire en part de pizza. Et on passe à la troisième étape, qui sont les incisions. Et pour passer de la nucléofragmentation aux incisions, il faut redocker les patients. On positionne bien nos incisions, 3 incisions, une incision principale et 2 portes de service. Et elles se font en 3 plans, vous allez voir, là.
Ici, à cet endroit-là, vous voyez l'incision qui se forme, elle se fait en 3 plans. C'est terminé. Donc, quel avantage, quelles sont les qualités de ce rexis antérieur? Il a un diamètre précis, il a un diamètre programmable, il a un centrage parfait. Il est idéal pour les cataractes blanches, les cataractes totales, les cataractes brunes, les cataractes subluxées, les chambres antérieures étroites. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de pont et il faut rester à 500 microns du bord aérien pour éviter le myosis. Voilà le rexis. Voilà ce que nous voyons au microscope. Alors, l'apport du rexis antérieur, par femtoseconde, c'est qu'il est reproductible, toujours réussi. Il a tendance à nous faire un peu oublier le drapeau argentin. Il serait meilleur pour les implants toriques, les implants multifocaux. Il donne moins de tilt et il donne des résultats réfractifs plus prédictibles, semble-t-il. On passe ensuite aux incisions cornéennes. Leur avantage, c'est qu'elles sont précises, reproductibles, auto-étanches et sûres. Elles se font en 3 plans, comme vous le voyez pour l'incision principale. Les portes-services se font en un seul plan. Leur étanchéité est excellente tant que vous ne passez pas un instrument au niveau de l'incision pour l'ouvrir. Vous pouvez appuyer autant que vous voulez, les incisions ne s'ouvrent pas. Vous voyez, on appuie fort. Pour les ouvrir, c'est très facile. Il suffit de prendre une canule de Charleux et là, on appuie encore pour vous montrer que c'est extrêmement étanche et que ça peut donc attendre un certain nombre d'heures avant d'être opéré. Les avantages de ces incisions cornéennes sont programmables en position de 0 à 360 degrés. Leur taille peut aller de 0 à 6 mm. Leur nombre va de 1 à 3. Elles peuvent être en un plan ou en 3 plans. Et théoriquement, elles seraient supérieures aux incisions manuelles. Elles donneraient moins d'astigmatisme induit, moins de perte endothéliale et moins d'endophtalmie. Ensuite, on peut faire aussi des incisions relaxantes qui permettent de corriger les petits astigmatismes dans le même temps opératoire. Et enfin, on peut faire une phacofragmentation. Et l'avantage de la phacofragmentation, c'est de casser le noyau. Alors, on peut le casser en parts de pizza, on peut le casser en frites, on peut le casser en cercles. On laisse une zone de sécurité postérieure de 500 microns au minimum. Cette nucléofragmentation va générer une production de gaz. Il faut savoir que ça ne marche pas sur les cataractes blanches et elle ne dispense pas d'un apprentissage spécifique sur le phaco ensuite. Voici l'aspect de ces nucléofragmentations en slice. Vous voyez leur aspect en étoile. Quel est leur bénéfice? Elles donnent une phaco plus facile. Elles permettent de diminuer les ultrasons et même de ne pas utiliser d'ultrasons dans de nombreux cas. Et elles donneraient moins de pertes endothéliales, donc puisqu'on utiliserait moins d'ultrasons. Alors le laser, donc, on disait, il faisait les incisions cornéennes, les incisions relaxantes. Le rexis, c'est la phacofragmentation. Par contre, il ne fait pas l'hydrodissection, l'aspiration des masses et l'implantation. Donc, une fois que nous avons fait le laser, il faut passer au bloc. Le délai moyen entre le laser et la chirurgie est d'1 heure. Le délai minimum a été de 30 minutes. Le maximum, en général, c'est 5 heures. L'anesthésie topique ou péribulbaire. Ensuite, il y a un massage classique, mais un tout petit peu plus doux. Et le patient rentre au bloc avec son rapport laser, les schémas, les patterns. Voilà. Bétadine, phaco. Et voilà comment ça se passe sous le phaco. Ici, nous allons utiliser une sonde 0 US de Bosch et Lomb avec un phaco Stellaris Elite. Là, je vais retirer le rexis et on le retire délicatement pour s'assurer qu'il n'y a pas de pont. Et vous voyez, le rexis vient très facilement. Il est parfaitement circulaire et parfaitement centré. Voilà. Ensuite, on fait une hydrodissection très douce, très douce, et on mobilise un peu le noyau. Le traitement par Victus a été fait une demi-heure avant et nous avons choisi une nucléofragmentation
en frites. Et là, avec la sonde 0 US qui est branchée sur le port irrigation-aspiration, je vais aspirer le noyau et vous voyez les petites frites là qui apparaissent. Ce sont des petits cubes qui sortent les uns derrière les autres, qui sont aspirés par la sonde. Cette étape est relativement facile. La phaco est pas plus rapide qu'une phaco classique, mais cette étape est plus facile que sur une cataracte non traitée avec un laser femtoseconde. Voilà. Par contre, là, on attaque l'étape plus difficile. Le cortex est souvent beaucoup plus adhérent que dans une phaco classique et très, très, très souvent, il y a une perte de temps importante pour enlever ce cortex. Et cela est dû au plan de clivage que crée le laser femtoseconde lorsqu'il fait le RIC6. Le RIC6 fait par le femtoseconde ne consiste pas à simplement découper une rondelle de capsule antérieure. En réalité, il découpe une rondelle de capsule antérieure associée à une rondelle de cortex cristallinien. Et lorsqu'on fait l'hydrodissection, ce n'est pas une véritable hydrodissection. Voilà. Et le reste de la cataracte est une cataracte classique, bien sûr. Alors, le laser ne fait pas l'hydrodissection. L'hydrodissection est plus délicate. Elle sépare le cortex de la capsule. Il faut mobiliser délicatement le noyau et évacuer le gaz. Il faut soulever la capsule antérieure pour évacuer le gaz. Il faut faire une hydrodissection douce, lente, avec moins de liquide. Le risque, c'est la rupture de capsule postérieure. L'aspiration des masses, elle est plus délicate et plus difficile, car l'hydrodissection est plus difficile, car le cortex présente un plan de section créé par le laser. Elle rallonge malheureusement le temps opératoire. L'implantation intraoculaire. Nous avons une position optimisée de l'implant. L'implant est mieux centré, il y a moins de tilt, il y a une meilleure prédictibilité et il est parfait pour les implants toriques et multifocales. Donc, si on résume les avantages des Flax, RIC6 toujours parfait, incision plus étanche, moins traumatisante, économie d'ultrasons, implant mieux centré, chirurgie plus facile avec moins d'aléas péropératoires, résultat plus prédictible et une possible correction de l'astigmatisme. La limite de ce laser, c'est le myosis. Pas de femtocataracte quand il y a un myosis. La transparence cornéenne doit être parfaite et quand il y a un ptérygion invasif, on risque de perdre la succion. Les inconvénients du Flax, c'est 2 actes chirurgicaux dans le temps et le lieu. Il y a 2 salles, 2 étapes. Elle nécessite un nouvel apprentissage, non négligeable. Elle rallonge le temps opératoire des chirurgiens confirmés qui, eux, sont déjà très, très rapides sur la phaco classique. Et donc, ils ont souvent beaucoup de réticence à s'y mettre. Et le prix qui est un grand inconvénient, 420 000 € la machine, 100 € la procédure, plus la maintenance. Alors, le femtoseconde idéal, c'est un laser qui fait toutes les étapes de la chirurgie de la cataracte, RIC6 plus incision plus nucléofragmentation, ce qui existe déjà, mais aussi la phacoémulsification des fragments et l'aspiration du cortex. Et il doit intégrer à la fois un microscope opératoire et un lit opératoire, tout dans la même machine. Alors, l'avantage d'avoir un femtoseconde, c'est quoi? Tout d'abord, de faire un flap. Aucun rapport avec la cataracte, me direz-vous, oui, c'est vrai, mais c'est ça qui paye le laser femtoseconde. C'est la chirurgie réfractive qui permet d'amortir les lasers femtocataracte. Donc, quand on prend un Victus, c'est la chirurgie réfractive qui paye la machine et la cataracte, c'est un bonus. Cataracte intumescente, vous voyez, c'est une cataracte bien blanche. Voilà comment ça se passe sous le femto. Là, on ne peut faire que le RIC6, bien sûr, et les incisions. On ne peut pas faire de nucléofragmentation. Regardez, quand le laser commence à découper la capsule antérieure, il y a une véritable explosion qui se produit. Et le RIC6, vous voyez, est complet. Il reste dans le petit rectangle violet. Et là, très souvent, ça finit en drapeau argentin quand on le fait manuellement. Ça peut nous arriver de rater le RIC6 dans les cataractes très intumescentes. Et là, vous voyez, le RIC6 démarre très vite et le laser n'a pas le temps de couper toute la capsule. Alors, ça donne ça. Vous voyez, ça c'est un RIC6 qui
complet. Et là, à cet endroit-là, ce n'est pas la même cataracte. Et là, vous voyez, l'orexis n'est pas complet. Et ça, ce n'est pas la même cataracte. Ce n'est pas une cataracte intumescente ici, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait parfois avoir des rexis incomplets avec un laser femtoseconde. Alors, pour éviter les rexis incomplets avec le laser femtoseconde, il faut modifier l'épaisseur de la capsulotomie. Il faut passer de 500 à 800 microns. Et là, nous n'avons pas de GAC. Alors, on peut opérer des cataractes très difficiles aussi, qui sont les cataractes qui sont en blocage pupillaire. Cette patiente avait un tonus à 30, un œdème cornéen. Vous voyez la taille du cristallin et vous voyez la chambre antérieure comme elle est étroite. Et vous voyez l'hyperémie tout autour. Donc, c'est un véritable glaucome aigu. Et vous voyez, immédiatement, pouf. Et là, le rexis était complet. Il était parfait. Et ça a été une cataracte facile qui aurait été très, 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 très difficile en chirurgie classique. Et vous voyez l'angle qui s'est ouvert et la chambre qui s'est approfondie. Les cataractes morganiennes, je voulais vous montrer ça uniquement pour l'OCT. Les cataractes morganiennes, bien sûr, sont difficiles à opérer, ainsi de suite, mais je voulais vous montrer comment est une cataracte morganienne en OCT. Vous voyez le noyau qui est au fond, et vous voyez tout le liquide, toute la masse de liquide qui est là. Bien sûr, c'est une cataracte sur laquelle on ne peut faire que un rexis et des incisions. Nous ne pouvons pas faire, dans ces cas précis, de fragmentation. Voilà, le rexis, c'est fait. Les cataractes subluxées. Les cataractes subluxées se font très bien aussi en femtoseconde. Et là, vous voyez, le cristallin est subluxé. Vous le voyez. Et vous voyez, la découpe du rexis commence à cet endroit-là. Et elle finit de l'autre côté. Voilà. Et elle finit de l'autre côté parce que le cristallin n'est pas parfaitement horizontal. Le femtoseconde est une bonne solution pour les cataractes subluxées. Les cataractes polaires postérieures. Les cataractes polaires postérieures finissent souvent avec une rupture capsulaire ou un trou de la capsule postérieure. Et là, en femtoseconde, on peut couper, on peut faire une nucléofragmentation au-dessus de la cataracte polaire postérieure. Alors, vous allez voir, on peut dessiner la zone de nucléofragmentation. Là, on est au-dessus de la cataracte, vous voyez. Et ça marche très, très bien. Alors, vous voyez, ça, c'est la cataracte polaire postérieure. Ici, vous voyez le traitement, le rexis, la nucléofragmentation, les incisions. Voilà en péropératoire, une fois que le noyau est parti, on voit cet endroit-là, ce n'est pas un trou, c'est du cortex. Et voilà, le cortex qui est aspiré progressivement à la charleuse, et puis tout est bon. Les cataractes réfractives. J'appelle cataractes réfractives les cataractes qui n'ont pas le droit d'avoir des complications ou un échec. Ce sont des patients qui ont déjà une très bonne vision dès le départ. Là, on peut les faire en frite. Et on utilise une sonde de 0 US. Et le taux de réussite est extrêmement élevé. Les cataractes congénitales, elles posent un seul problème qui est le problème du docking. Elles sont réservées aux grands enfants, moi je dis. Le seul problème, c'est le problème du docking. C'est pour ça que je vous passe le docking. Et c'est possible, le docking est possible chez le petit enfant. Voilà, on a docké. Et c'est très bon. Donc, il a reconnu les structures. Vous voyez la cataracte congénitale ici, tout se passe bien. Voilà, vous voyez la taille de l'enfant sous le femto. Alors, on ne l'habille pas pour ne pas le traumatiser. Et puis après, au bloc, ça a été extrêmement facile. Aspiration à la canule de Charleux, toute bête. Implant et tout. Donc, vous voyez ici la petite bulle de sécurité. Sphérophakie. Vous avez un cristallin de très, 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 très grande taille. L'avantage du femtoseconde, c'est qu'il va pouvoir évaluer la taille du noyau et donc de fragmenter sur toute la taille du noyau. Le rexis aussi est intéressant parce que ce sont souvent aussi des cataractes avec une zonule extrêmement, extrêmement fragile. Vous voyez la taille du noyau qui est immense, sans être une cataracte intumescente. Et ce sont des cataractes qui répondent très bien au laser femtoseconde. Voilà, le rexis a été fait. Et là, on va attaquer la nucléofragmentation. Et vous voyez, on va jusqu'au bout, jusqu'au fond, parce que les paramètres de sécurité se situent simplement entre la capsule postérieure et la limite
inférieure de la nucléofragmentation. Alors, je dirais que le laser femtoseconde pour la cataracte a des indications de choix qui sont les cataractes blanches, intumescentes, polaires postérieures, celles du grand enfant, les implants multifocaux, les cataractes avec des spéculaires limites ou les cataractes de grade 0 et 1. En conclusion, le laser femtocataracte n'est pour l'instant pas encore prêt à remplacer le phaco, loin de là, mais certaines indications le rendent particulièrement utile afin d'échapper à certaines complications qui sont parfois inévitables, comme le drapeau argentin. Il permet aussi d'augmenter les chances de réussite dans les cataractes qui ne tolèrent pas d'échec, comme les cataractes réfractifs. Alors, le partager avec la cornée, l'ASIC et l'ANO est peut-être une solution intéressante en termes de temps, d'espace et de coût, en attendant l'arrivée de machines prenant en charge totalement la chirurgie de la cataracte, de l'incision à l'hydrosuture. Merci pour votre attention.